Salut l'équipe, bienvenue pour un nouvel épisode de Équilibre et Performance. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode avec Théo Barroso, qui est un entrepreneur et coach sportif sur les réseaux sociaux. J'ai connu Théo par le biais de Pierre LGD, qui est le deuxième invité du podcast, car ils sont collègues et Théo aide Pierre sur sa transformation en 365 jours. J'ai voulu avoir Théo sur le podcast parce que j'ai bien aimé son authenticité et surtout, il a créé une marque de pâte à tartiner qui s'appelle tout simplement Gourmandise, où le but est de proposer une alternative saine et gourmande pour les gros consommateurs de pâte à tartiner. Et le but pour lui était de se proposer à lui-même une alternative et de la proposer au plus grand nombre avec moins de 70% de sucre dans chaque pot. On a pu parler de tout le processus de la création d'une pâte à tartiner, les certifications d'hygiène à passer, qu'il est possible de créer un pot de pâte à tartiner soi-même sans passer par un laboratoire, histoire de faire une réduction au niveau des coûts, et le fait aussi de pouvoir quand même se faire plaisir avec des alternatives saines comme celle de Théo. Je vous laisse avec l'épisode et franchement vous allez en apprendre pas mal sur la création d'une pâte à tartiner et c'était hyper intéressant. Bonne écoute l'équipe. Salut l'équipe, bienvenue pour un nouvel épisode de Équilibre et Performance. Donc aujourd'hui je suis avec Théo Barroso, c'est ça? C'est ça. T'as tout bien prononcé. Barroso. Donc bienvenue sur le podcast et du coup j'ai connu Théo notamment par rapport on va dire au contenu tout simplement de Pierre LGD qui est le deuxième invité du podcast. Je t'ai surtout vu dans les vidéos YouTube de Pierre parce que c'est là où du coup forcément c'est un peu l'aspect blogging qui rentre en compte, donc on peut plus on va dire rencontrer forcément les gens un peu qui entourent le lifestyle de Pierre, et tu en fais partie parce que du coup si j'ai bien compris tu es un peu celui qui gère tu es celui qui gère sa prog pour justement sa transformation de 365 jours, c'est ça? Là actuellement ouais, je gère sa prog. Pierre, ça fait 1 an et demi qu'on se connaît. Moi je kiffais son contenu auparavant. Vraiment j'étais le premier fan, tu vois, genre, et je l'avais croisé à la salle, si tu veux, et je me suis dit putain, genre ce serait con que je l'aborde pas, tu vois, genre en mode grosse sortie de zone de confort. Et du coup je l'ai abordé, on a grave bien matché, et puis de fil en aiguille, on a lancé les deux. Enfin moi j'ai lancé mon activité coaching en ligne, il a été là, on s'est grave soutenu, et là aujourd'hui on est vraiment bien amis quoi, et du coup on se soutient un petit peu partout. Et du coup là je suis devenu son coach parce que Pierre a un lifestyle plus, voilà, il fait un peu de coaching, mais il a arrêté un petit peu. Il est plus sur la création de contenu et le partage. Et moi, du coup, on en parlera après, mais il y a Gourmandise, mais je suis toujours coach sportif à côté. Et je suis assez spécifique, dans le sens où ça fait 10 ans que je m'entraîne, ça fait 3 ans que je suis coach. Je me suis pas mal formé aussi en Angleterre, même si j'ai certifié mon coaching grâce à la formation Bayesian. J'ai beaucoup appris en Angleterre, etc. Donc c'est vrai que je suis, comment dire, assez perfectionné là-dedans sur l'entraînement, l'alimentation, en ayant des approches un petit peu pays qui m'ont permis, tu vois, d'avoir une vision très globale et centrée par contre sur le côté, ok, genre je peux sortir le meilleur physique de ma vie sans compromettre trop le plaisir, tu vois. C'est ça, ouais. C'est exactement plus que c'est dans le cas aussi pour moi, c'est que je suis en train de sortir le meilleur physique de ma vie en ayant juste réglé quelques TCA et en appréciant manger. Bon, après j'ai rajouté aussi du run, donc le run permet vraiment d'enlever un maximum de gras quand t'as eu une petite accumulation dans le temps. Mais déjà en vrai si tu peux me dire un peu du coup ton âge, d'où tu viens, parce que du coup j'imagine que t'es près de Bayonne, mais en même temps tu viens de me parler de l'Angleterre, donc c'est quoi un peu le parcours pour que justement tu te dises bon allez je vais me former en Angleterre quoi. Bon, du coup, moi, je m'appelle Théo, j'ai 25 ans. Je pense que les gens me diront de suite que je suis du Sud-Ouest avec mon accent, même si moi, je le capte pas, tu vois, mais je suis du Sud-Ouest, donc je suis de Bayonne. Je suis là-bas, mais j'habite à Tarnos, c'est une petite ville juste à côté. Et du coup, comme je l'ai dit, je me suis lancé sur les réseaux il y a un peu plus de 2 ans et demi, sur le coaching en ligne, tout simplement. Ça a commencé très doucement, hein. Pour moi, je considère que j'ai commencé réellement il y a 2 ans, tu vois, à poster un petit peu de contenu de manière un petit peu doucement sur Instagram. Et aujourd'hui, où c'est qu'on en est? On en est que je fais toujours du coaching sportif à côté. J'ai repris un emploi, mais on en parlera juste après. Et j'ai créé la marque Gourmandise. Gourmandise, c'est une marque de pâte à tartiner saine et gourmande qui a pour ambition d'offrir une alternative hyper saine, sans compromis sur plaisir, sur la pâte à tartiner. Du coup, disponible en plusieurs saveurs pour un petit peu régaler toutes les papilles et tous les goûts. Et actuellement, j'ai vraiment ce triptyque-là un petit peu qui m'anime au quotidien, donc c'est assez challengeant, mais je tiens le bout. Franchement, ça me fait kiffer, du coup voilà pour le bref présentation. Ouais, je pense que là, ouais, forcément, on a quelques points en commun sur pas mal d'éléments, surtout lancer un projet en parallèle d'un travail. Donc toi, CDI, voilà, 35 heures classique. Comme moi, bon, moi c'est alternance, donc j'ai un peu le côté un peu relou de l'école, mais on est sur le même délire, c'est on bosse à côté et il faut pas lâcher. En plus, je sais pas si tu peux en parler, mais du coup là, t'es carrément en train de créer un laboratoire. Justement, j'avais des questions par rapport à ça. J'étais en mode, attends, mais laboratoire, mais qu'est-ce que
Genre quand Ouais. même, moi je sais que c'est très réglementé et tout, pâte à tartiner et tout, c'est quand même voilà, c'est des normes, c'est un chibling pas possible. Pour revenir un petit peu au niveau de pour faire après le parallèle avec gourmandise, je pense que c'est venu aussi de ta vision du coaching, de l'alimentation et de comment amener une alimentation saine dans ton quotidien pour Mm. performer au sport, pour te sentir mieux. Toi, tu promouvois, on va dire, ton premier message et tout, c'est la santé d'abord. Très bien. Je pense qu'on oublie un peu trop d'ailleurs la santé Ouais, je pense au aussi, premier ouais, sur abord. les approches un peu trop. On oublie un peu trop. Donc ouais, si tu peux en parler vite fait de comment t'as eu cette vision de dire aux gourmandises, mais qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui t'a amené à créer gourmandise par rapport justement au côté justement à l'alimentation saine, etc. Bah en fait, ça a été comment dire, une prise de conscience. C'est aussi mon histoire. En fait, ça va décrire un petit peu aussi tout ce qui me lie aujourd'hui, ma ligne. C'est que moi, si tu veux, ça a été comme toi parce que tu me parlais de TCA. Moi, j'étais victime d'anorexie quand je suis entré en CE2. En fait, j'ai été victime d'harcèlement par rapport à mon corps. Grosso modo, j'étais un petit peu le plus gros du groupe, quoi. Et de suite, on m'a critiqué, harcelé, et j'ai perdu 8 kilos en 2 semaines en me plongeant dans l'anorexie. Donc, j'en étais pas conscient, tu vois, au départ. Et du coup, en fait, cet événement-là a vraiment changé toute ma vie sur la trajectoire de A à Z Hmm. par rapport à tous les événements qui sont passés. Parce que derrière, si tu veux, bah, ça a été hyper compliqué pour moi, l'enfance et l'adolescence, d'avoir une relation hyper compliquée à mon corps, à l'alimentation, le développement global de ma personne, hein, tu vois, les filles, se faire des amis, parce que j'étais assez renfermé ou quoi. Et surtout le côté où voilà, je pense que aujourd'hui, toi, je sais pas quand c'est que ça datait tes TCA, mais en fait, moi à l'époque, personne connaissait en fait. Donc en fait, tu passes un petit peu pour un clown, pour quelqu'un qui se plaignait, qui avait des troubles psychologiques quoi, alors que bon, c'était réellement une maladie. Aujourd'hui, je suis content que ça a évolué. Mais bref, du coup, tout ça m'a plongé dans la musculation en 2014, où je pensais tirer une croix sur tout ça en fait, tu vois, que ça allait tout changer à ma vie. Je me suis bien trompé. À la fois oui et non. À la fois oui parce qu'en fait, si tu veux, ça m'a plongé dans le côté, ok, ben je me focus sur manger sainement, donc ça a accentué mes TCA et ça a accentué comment dire, le rapport que j'avais à mon corps dans le côté négatif, en me prendre toujours la tête, pas être satisfait, etc. Et il y a eu un gros déclic qui s'est fait lors de ma première rupture amoureuse, si tu veux, où j'ai réussi à vaincre un petit peu mes TCA quand j'ai capté que c'était possible de allier alimentation saine et plaisir, parce que moi en fait, si tu veux, je suis un énorme gourmand. Et en Pareil. fait, bah, tu vois, moi je rattache vraiment la vie à se faire plaisir en globalité, hein, que ce soit ça dans tes loisirs, mais aussi enfin, au quotidien. Et l'alimentation, c'est une énorme source de plaisir, donc c'est vrai que ça m'a toujours drivé. Et le fait donc qu'on prive de ça, pour moi, c'était pas compatible. Et c'est pour ça que ça m'a vraiment foutu dans les TCA, ce qui a fait que, tu vois, ça a été compliqué durant toutes ces années. Et en 2019, j'ai pris conscience que c'était possible de cumuler les deux. Et après, au fil et à mesure des années aussi, bah, durant les 3 ans où j'ai vraiment lutté en me disant, ok, c'est possible, je me suis vraiment formé en 2022 et c'est là où ça a été un deuxième gros déclic où je me suis dit, ok, c'est possible, je sais comment l'enseigner. Et là, j'ai commencé à faire du coaching en ligne, à transformer des dizaines de personnes en se faisant plaisir sans culpabiliser. Et je me suis rendu compte, tu vois, que j'étais vraiment fait pour transmettre aux gens le fait de, on se fait plaisir, on prend soin de sa santé, on se sent bien dans son corps, mais on véhicule pas un message de un petit peu, tu vois, les clichés de la société où en fait c'est très voilà, cultive le corps que tu veux pour avoir la Je suis le plus fame. fort, Voilà, exactement, ce etc. truc un peu toxique, c'est plus voilà, se sentir bien dans son corps, un bien-être. En fait, c'est le mot bien-être global qui décrit bien le truc. Et du coup, de fil en aiguille, en fait, c'est là où j'ai compris que le coaching, j'aimais ça. Mais moi, je voulais avoir plus d'impact. Je voulais transmettre beaucoup plus. J'ai un petit peu travaillé aussi sur comment je voyais les choses dans le futur, à transmettre. Et je me suis dit, tiens, comment je peux faire pour avoir beaucoup plus d'impact au niveau des gens? Comment je peux faire pour aider beaucoup plus de gens à, si tu veux, transmettre cette vision-là, sachant que moi, j'ai vraiment capté que j'étais bon à ça. Tu vois, capté que j'étais bon à transmettre un bien-être aux gens. Alors, je suis très bon pour programmer des programmes et tout, il y a pas de problème, j'adore faire ça ou quoi. Mais moi, ce qui m'épanouit le plus, c'est de me dire, une personne, tu vois, genre, elle se sent mieux grâce à moi, en globalité, le côté bien-être. Et du coup, c'est de là que, en fait, gourmandise est né, quoi. Tout simplement, tu vois. Ouais, t'as capté vraiment un peu, on va dire, ta zone de génie. Et Ouais, c'est ça. t'as accentué ça justement, et puis bah de fil en aiguille, tu t'es dit bon bah en fait je vais créer une marque de pâte à tartiner parce Est-ce que que tu as c'est ce ce c'est un petit qui peu rallie. l'ikigai? Mec, alors comme ça les gens ils vont se dire mais comment il a fait? Tu sais que mec, j'ai lancé le podcast parce que j'ai fait l'ikigai. Genre j'ai construit l'ikigai
Et mec, la dinguerie, hein, j'arrivais pas en fait à en dire dur parce que je me suis dit, bah attends, il faut que je crée une offre, etc. Mais je me sens pas de faire de faire des formations alors que j'ai pas fait des choses dans ma vie. Tu vois, les gens qui font des formations et qui n'ont rien fait dans leur vie, ça c'est quelque chose que je n'adhère pas. J'ai envoyé mec à ChatGPT, l'ikigai. Hein. Il m'a sorti, non, tu dois faire un podcast dans ça, ça, ça. Et après j'ai réfléchi. Et j'ai dit, mec, tu vis podcast. Ton patron, il a son propre podcast que tu produis de A à Z. Tu vas chercher les invités, tu connais tout de A à Z. Tu kiffes écouter et t'es juste jamais passé derrière le micro. Et du coup, je passais une fois derrière le micro avec Fanny, qui elle aussi a fait la formation Bayesan et tout. Mec, je sais pas combien vous êtes, hein. Je crois que vous êtes au moins 4 ou 5 sur le podcast. Bayesan à fond. Et d'ailleurs, Antoine Faubonne, j'aimerais bien l'avoir parce que voilà, forcément. Et mec, je suis ressorti vraiment du podcast. Genre bon, j'ai eu des problèmes techniques et tout sur le podcast, genre j'ai bégayé un peu de temps en temps et tout, c'était le premier épisode, mais que je suis ressorti genre une énergie folle, genre un plaisir, genre je suis hyper content quand je fais un épisode, tu vois. Et là je me suis dit bon, c'est pas que j'ai trouvé mon ikigai, mais on est vraiment pas très loin, tu vois. Et ChatGPT, il a fait la petite conclusion quand il fallait. J'ai fait tout le travail de fond moi-même et ChatGPT m'a dit en fait va là-bas par rapport à ce que tu me dis en fait. Et c'est bête. C'est hyper important. C'est bête. Hein. Je sais pas si les gens ils connaissent l'ikigai en plus. Tu leur as expliqué? Non, j'ai pas expliqué parce que j'aimerais bien faire un épisode complet parce que pour moi c'est un peu comme tu sais une masterclass quand tu ne sais pas où aller. Alors que mec, j'ai testé plein de trucs, j'ai testé le MLM, j'ai testé le trading, la crypto, j'ai encore un peu de crypto parce que du coup c'est un monde j'adore ça. J'ai testé après l'IA, j'ai testé le dropshipping, enfin j'ai même pas testé tellement que genre en mode j'ai acheté une formation et finalement je me suis dit qu'avec mes valeurs et mes principes, il y en a je comprends et tout pourquoi ils font ça, mais je veux apporter de la valeur et une vision et l'argent découlera de elle-même parce que il y a une offre et une demande, tu vois. Il y a un marché, les gens ils sont contents et tout de ce que tu leur apportes et ils te le payent. Enfin, ils te le font payer par des vues, qui après du coup te ramènent des sponsors, etc. Tu vois. Donc ça viendra après. Juste d'abord, c'est fais quelque chose que tu kiffes, qui apporte de la valeur pour un produit digital ou physique. Toi, dans ton cas, c'est physique et en même temps, on produit un peu quand même prestation de service avec le coaching. Et genre, t'as un peu une raison d'être quoi. L'ikigai, c'est la raison d'être et te faire payer pour cette raison d'être grosso modo, même s'il y a quatre aspects. De toute façon, moi, je suis convaincu que tu peux pas avoir un driver qui est sain si c'est de l'argent, parce que en fait, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. Même si la personne elle peut m'envoyer toutes les raisons qu'elle veut bonnes de avoir un driver comme faire de l'argent, pour moi derrière ton driver, même si c'est faire de l'argent, en fait finalement c'est pas ça, c'est je veux être plus libre. En fait l'argent ne peut pas être un driver qui est sain parce que viscéralement il y a pas de valeur que ce soit pour toi derrière. C'est un moteur. Personne. C'est pas une raison. C'est pas une raison de vivre. Ça peut pas être possible en fait. Exactement, tu vois. C'est pour ça que moi même par rapport à Patriciné, genre les gens ils me demandent mais comment c'est venu et tout. En vrai, du coup, moi, j'ai fait mon ikigai par rapport à tout ça, tu vois, en début d'année. Et après, je me suis dit, putain, c'est quoi le truc que je mange le plus, tu vois? Et là, de suite, j'ai passé aux pâtes à tartiner, tu vois. Je me suis dit, putain, pâtes à tartiner et tout. Et là, je me suis dit, putain, c'est vrai que je mange beaucoup de beurre de cacahuète. Genre, j'en mange 1,5 kg par mois, tu vois. Genre, c'est vraiment. Je suis allergique, mec, je peux pas, je sais même pas ce que ça fait, je suis allergique à la cacahuète. Mais j'en mange 1,5 kg, genre, je me suis dit, putain, c'est quand même chaud, tu vois. Et je suis frustré parce que je me dis, attends, il y a des trucs hyper gourmands, mais moi, ça me dégoûte parce que c'est hyper écœurant, et c'est hyper sucré, pas bon pour la santé. Donc, si on en mange trop, c'est pas bon non plus. Il y a des trucs sains, mais franchement, c'est pas hyper gourmand et ça casse pas trop patin canard. Et là, tu vois, ça a fait ding, ding, ding. Et je me suis dit, putain, je veux créer l'alternative qui combine vraiment les deux sans compromis sur le plaisir. Et vraiment, je me suis pas dit en mode, marché, offre, demande ou quoi, c'est après où j'ai vraiment étudié et je me suis dit, ok, comment gourmandise peut se positionner pour vraiment apporter quelque chose de différent aux gens au quotidien, tu vois. Et de là, en fait, tout a découlé, mais ça me fait marrer parce qu'au départ, j'ai pas du tout pensé à ça. Moi, je m'en fous. Mon but, c'est me sentir épanoui. Pour me sentir épanoui, j'ai besoin de me sentir utile et d'aider les autres. Donc de là, en fait, tout découle naturellement, tu vois. Totalement, ouais. Et du coup, l'ikigai, les gens, si vous voulez aller voir, c'est vraiment quelque chose de puissant. Moi, je l'ai vu. Je sais pas si tu vois Alec Henry. Ouais. Entrepreneur et tout. Voilà. Y en a ils aiment, y en a ils aiment pas. Moi, j'ai lu son livre que j'ai trouvé hyper intéressant. Et dans son livre, mec, ikigai, explication simple, petit schéma. J'ai lu, j'ai fait en même temps. Je suis allé chercher sur internet. Boum. Comment
on va dire, développer une conclusion, une synthèse. Et genre, moi, c'est son livre, c'est grâce à son livre, tu vois, on peut dire ce que tu veux et tout sur la formation et tout. Peut-être que il y a des choses, genre, les gens, ils sont pas d'accord et tout. Moi, je pense que, il y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire que, genre, s'il y a un marché, c'est que il offre quand même quelque chose de positif. Surtout qu'en plus, lui, c'est différent. Il aide les entrepreneurs à se développer. C'est pas, il aide des particuliers à gagner 5 000 ou 10 000 euros par mois, tu vois. Donc, déjà, il a un autre type de marché. Et, tu vois, c'est grâce à lui, tu vois, si j'ai réussi, on va dire, à avoir ce petit déclic sur l'ikigai. Après, il y a cette personne-là, tu vois, qui m'a donné le déclic de me bouger le cul dans le sport, après l'alimentation, etc. Et en vrai, pour revenir un peu au côté gourmand, etc. Moi, je l'ai abordé avec Fanny, je l'ai abordé avec Pierre. Pour régler, tu vois, des TCA, des fois c'est bête, mais on pense trop au mode prise de masse ou sèche, mais on parle pas assez du terme de recomposition corporelle. En fait, les gens ne mettaient pas un mot dessus, et j'ai mis ce mot post déduction de pourquoi je me suis amélioré cette année au niveau de mes TCA et de mon alimentation, et pourquoi mon physique du coup ça a décollé sur quelque chose de positif. Et j'en ai conclu en fait que c'est juste une recomposition corporelle, parce que j'ai diminué un peu mes glucides le soir pour mieux dormir, mais du coup ça me faisait du bien sur mon sommeil. Plein de trucs comme ça. J'ai juste arrêté de bouffer de la merde quand c'était pas nécessaire, et des fois juste j'avais bouffé un BK au lieu de bouffer 2 burgers, j'en bouffais qu'un, et du coup en fait niveau digestion je me sentais beaucoup plus, et en plus je diminuais les calories, le sucre et tout ce qui s'ensuit. Donc qu'est-ce que t'en penses toi un peu de la recomposition corporelle? Je pense que j'imagine que c'est quelque chose que tu mets plus en avant que une sèche ou une prise de masse, surtout au début au Ouais, non, début mais d'un clairement. accompagnement. Bah, en fait, pour moi, la recomposition corporelle, c'est l'objectif quasiment de tout le monde, quoi. Parce que quand tu demandes à une personne lambda ou Lambda, ouais, même ouais. qui a un an d'expérience, en gros, voilà, c'est quoi tes objectifs? Ben, j'aimerais bien être comme ça et la perdre un peu là. Et en fait, tu veux prendre du muscle et perdre du gras, tout simple. Ouais, voilà. Donc en fait, C'est de le là, seul truc, ouais. exactement, tu découles le reste. C'est extrêmement rare les personnes qui veulent soit que prendre de la masse, soit que perdre du gras, ou qui peuvent uniquement prendre de la masse ou perdre du gras. Pour moi, c'est réservé à des élites, parce que si tu veux maximiser, bah ouais, quand tu veux maximiser une prise de masse, c'est tout à fait possible. Il y a pas de problème, tu vois. Mais en fait, dans mon approche, si t'es pas un pratiquant avancé, tu vas faire une recoupe corporelle. Parce que moi, je vais faire les choses de façon à ce que tu prennes du muscle et que tu perds du gras en même temps, parce que les deux aspects sont négatifs et sont positifs, et les deux aspects sont liés. Parce que pourquoi? Parce que tu vas améliorer ton hygiène de vie, ton métabolisme, etc. Moi, j'optimise l'entraînement, j'optimise l'alimentation, j'optimise les facteurs que je connais et que je sais optimiser. Ce qui fait que du coup, tu prends du muscle plus facilement avec un programme adapté, et en même temps, avec une alimentation adaptée, optimisée, tu perds du gras. Tu vois, à part, tu vois, mon cas à moi, je sais que je peux faire des recompos corporels, il n'y a pas de problème, mais ça va me demander beaucoup plus de précision et d'expertise. Et là, par exemple, tu vois, j'avais mon lancement de marque le 10 octobre. Je me suis mis dans une optique de perte de gras parce que ça me permettrait d'avoir, si tu veux, vraiment un cadre focus par rapport à mon lancement. Et je savais très bien que j'allais quand même continuer à prendre du muscle. Mais c'est pas comme un pratiquant, même comme toi, tu vois, ou une personne qui est beaucoup moins avancée. Moi, ça fait 10 ans que je fais de la musculation. Ça fait 5 ans que mon sommeil il est calibré, que je mange 90% de brut, que je prends des compléments alimentaires, que tu vois, toutes ces habitudes hyper saines qui font que tu as quelque chose d'optimisé. Du coup, en fait, il y a que pour ces personnes-là où tu peux vraiment tabler sur je veux prendre de la masse, je veux perdre du gras. Et pour la majorité des gens, tu recalcules quelques petites choses à optimiser, tu peux toujours prendre du muscle et perdre du gras simultanément. Et même là, il y a des récentes études qui ont été montrées que pour prendre du muscle, t'as pas forcément besoin d'être en surplus calorique. Et c'est vrai, hein. C'est extrêmement vrai. Enfin moi, je veux dire, je sais que actuellement, genre, j'ai pas un total calorique qui me permet de performer au max comme je pourrais, ni un poids de corps qui me permet, tu vois, mais j'arrive quand même à prendre du muscle. J'ai commencé un nouveau cycle sur du soulevé de terre roumain. Je crois que c'était genre fin août quand j'ai repris, même pas, c'était en août quand j'ai repris ma prog. Je faisais 6 reps à 160. T'es à Alors 180 que là, tu vois, dans le futur, tu vois, j'étais à trop, dans le passé, j'avais réussi à faire 3 reps à 200. Et du coup, j'ai remonté progressivement et aujourd'hui, je fais 5 reps à 190. hein. Ouais. Parce que j'ai repris du muscle et de l'habitude sur ce mouvement-là. Mais c'est tout à fait possible, même pour un pratiquant avancé. Je pense qu'en vrai, on se conditionne trop sur les limites naturelles, les potentiels qu'on a de progression. Et pour moi, c'est vraiment limité à une élite de bodybuilder naturel de se dire, ok, je maximise ma prise de masse et j'ai besoin d'être en surplus pour maximiser mes pertes, tu vois. Comme par exemple moi, parce que moi aujourd'hui, j'aurais pu très bien, tu vois, me lancer dans les compétitions, même si j'en ai pas du tout les envies, mais j'aurais pu, en termes d'optimisation ou quoi, j'aurais pu, tu vois. Mais c'est pas mon souhait. Ouais, ouais, totalement. Et ouais, c'est vrai que voilà, la recomposition corporelle,
Ouais, c'est tout un sujet. Des fois, ouais, pour les personnes lambda, en fait, ils veulent juste, ouais, perdre un peu des poignées d'amour et tout. Et des fois, ouais, de faire tout ce système-là, c'est largement suffisant. Après, pour tu vois, la prise de masse et tout, tu vois, la sèche, c'est quand vraiment on arrive sur tu veux avoir un physique écorché ou genre, tu veux bulk à fond. Mais je pense que c'est quand même un bon concept parce que quand j'y pense, tu vois, en plus, certes, j'avais mes TCA avant, mais en vrai, j'étais en train de bulk sans le vouloir, mais en fait, mon corps, il faisait tellement le yo-yo entre, en plus, tabs parce que j'avais pas trop le choix. Et bah, après, peut-être un peu un passif ou genre, bah, moi, j'avais un passif aussi un peu de mec en surpoids. Bon, après, j'ai eu la chance, j'ai pris 10 centimètres, mon corps, il a switch, j'ai pris genre 5 kilos de muscle en un été quand La j'étais en chance. quatrième, je te jure, j'ai rien compris. J'ai dit, bah, attends, qu'est-ce qui se passe et tout? Prise de 2 masse ans instantanée, avant, paf. hein? Prise de Ouais, masse ouais. instantanée, paf. Mais prise de masse, mais genre ouais, naturelle, sans rien faire, Ouais. même pas une pompe et tout. Bon après voilà, c'est la génétique, l'hormonal et tout, je sais pas trop ce que c'est. Après j'ai repris du gras et tout. Et ouais, bon après c'est quand j'ai vu que l'année dernière je me suis pété la cheville et tout. J'ai pris 8 kilos parce que le combo alité pendant 3 mois avec le plâtre plus les repas de la maman, c'est pas compatible. Tu vois, Ouais. fallait que ça arrive, mais je pensais pas autant. Et après là, tu vois, je suis passé de plus 8 à moins 14 kilos, mais genre nickel. Et encore maintenant, je vais reprendre et tout. Mais tu vois, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que quand tu fais ta recomposition corporelle et que t'as trouvé ton équilibre, là, j'ai trouvé mon équilibre, genre en mode où mon poids il stagne. Mais vu que je vais aller taper un marathon comme un âne, je sais que je vais augmenter mes calories parce que vu que je vais avoir une dépense calorique de porc que mon corps n'a jamais été habitué à avoir, parce que de Bah base, oui, c'est de la musculation. Moi, c'est ma sûr. muscu depuis 6 ans. C'est quoi? C'est 500 calories par séance en moyenne. Là maintenant, je vais aller taper peut-être sur du run 3 fois par semaine 1000 calories moyen de dépenses quoi, tu vois. Et sur le corps, ça fait la diff. Mais du coup, il faut augmenter les calories et je suis sûr et certain que je prends du muscle en même temps. Et j'ai hâte de voir le résultat, Sûr. mais ça va être n'importe quoi. Bah, c'est sûr. On En pourra fait, pas, si on tu pourra veux, pas me dire, tu sais, on pourra pas me dire, faut faire un choix. Prise de masse ou sèche ou genre tu peux pas faire les deux en même temps. Je vais te dire, bah gros, je vais pas avoir des perfs de fou, les perfs que j'avais avant niveau muscu. Par contre, je vais taper un marathon et le physique il va bouger comme pas possible et indirectement tu prends du muscle parce que il bouge pas tout seul. mais tu peux toujours en fait faire les deux en même temps, comme je dis, à part sur des élites vraiment. Parce que tu vois, même Pierre, prenons l'exemple de Pierre. Pierre, ça fait un mois que je suis et je l'avais déjà suivi. En fait, quand on s'est rencontrés, Pierre, il s'est toujours entraîné en mode normal comme tout le monde. Je dis Hmm. normal comme tout le monde parce que moi j'ai une approche d'entraînement qui est assez spécifique et qui permet de faire exploser littéralement le physique des gens. Je sais pas une promesse ou des paroles en l'air, c'est que littéralement, quand moi je prends quelqu'un en coaching et qui respecte mon programme d'entraînement, avec ma méthode d'entraînement qui est vraiment fondée sur l'intensité et les programmations de formation anglaise que j'ai suivies, moi littéralement je peux vraiment transformer quelqu'un en termes de physique. Et Pierre, quand il m'a rencontré, il s'entraînait voilà 3-4 séries, pousser un peu l'intensité de 8 à 12, tu vois, mais voilà. Quand il m'a rencontré, moi j'ai tout switché en nombre de séries, j'ai descendu, j'ai augmenté l'intensité, j'ai adapté le fourchette, enfin voilà. Ça a été n'importe quoi. Ça a été n'importe quoi parce que genre il s'est transformé. Et là, je l'ai repris là en coaching du coup depuis un mois. Et tu vois, je ne pousse pas encore le curseur des calories. Pour autant, bah, ses bras, ils ont pris 2 centimètres de tour de taille en un mois. Un tour de Hmm. centimètre en un mois. Sa taille, elle a pas bougé. Ses cuisses, elles ont augmenté aussi en tour de 2 centimètres. Enfin, c'est n'importe quoi, tu vois. Et en fait, c'est parce qu'il a encore pas mal de choses à optimiser, même au niveau de l'entraînement. Pourquoi? Parce que même si t'as une personne qui, entre guillemets, fait attention à tout au niveau de son hygiène de vie, il y a forcément des choses à optimiser. Alors moi, je dis pas que je suis parfait, tu vois, mais genre, Hmm. mon entraînement, il est vraiment calibré, enfin, tout est calibré. Et ces personnes-là, si tu veux, genre, rien que de optimiser l'entraînement sur, ok, ben, moi, je vais t'apprendre ma méthode à moi avec l'intensité ou quoi, ben, en fait, ton muscle, si tu veux, tu le confrontes à une tension qui est énorme et tu le fais s'adapter à des changements qui sont insane et t'as pas forcément besoin d'avoir des calories qui sont hyper hautes et du coup ces changements-là font que tu vas prendre du muscle. Donc du coup, ben, en prenant du muscle, tu brûles forcément plus de calories. Hmm. Avec un apport qui est adapté et des aliments qui sont adaptés, ben, du coup, tu as déjà une dépense qui est élevée de base. Et ce qui se passe, c'est que du coup, vu que tu prends du muscle, ben, tu vas forcément perdre du gras en même temps. Et ce qui fait un cercle un petit peu vertueux où en fait, ben, tu montes et tu prends du muscle et tu perds du gras. Et je te dis, c'est vraiment réservé à une élite naturelle de maximiser la prise de masse parce qu'en fait, moi, je peux très bien faire des prises de masse à des personnes, mais dans la majorité des cas, si tu veux, c'est pas forcément nécessaire. Prendre du poids, ça ne sert à rien. Et surtout qu'on veut toujours chercher à limiter la prise de gras. Pourquoi? Pour la simple bonne raison que prendre du gras n'est pas hyper optimal en termes d'hormones pour n'importe qui, que ce soit pour la bonne santé du corps, pour le bon fonctionnement, c'est pas optimal. Alors forcément, il y a un taux de masse grasse que tout le monde a, qui, moi, tu vois, genre là aujourd'hui, je suis un taux de masse grasse qui est un peu en dessous de ce que je devrais être parce que normalement je suis un peu plus gras
et je le sens, tu vois, même en termes de libido ou quoi, que j'ai moins de libido actuellement, tu vois. Mais si tu veux, il y a vraiment ce truc-là à prendre en compte. Après, dans le cas d'une perte de gras, c'est pareil en fait. Tu peux très bien prendre muscle et perdre du gras en même temps. Après, tu peux avoir des approches qui vont maximiser la prise de muscle et maximiser la perte de gras. Mais pour moi, c'est réservé vraiment à des élites. Encore une fois. Et au besoin, il y en a, ils ont pas besoin de ça. Hein. C'est, tu sais, on voit énormément de jeunes ou même genre sur TikTok et tout. T'as l'impression que non, mais c'est clair. Non, mais t'as l'impression que tout ton feed c'est des go muscu, alors que c'est juste parce que c'est l'algo qui identifie que tu es un potentiel go muscu. Voilà, alors qu'en vrai, tu vas demander à la personne, je fais pas la muscu moi. Et finalement, genre en mode, tu sais, ça fait toujours, je sais pas, peut-être qu'il y a quoi, il y a 20% de la France qui fait vraiment de la salle, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc après, t'as que 5% t'as que 10% de ces 20%, donc potentiellement 2% qui performent. Enfin, qui sont des élites naturelles sans forcément se doper. Mais bon, après, tu vois en même temps le dopage, tu te dis, bah, à quelle sauce ils y sont tous. Voilà. Ce serait bien un jour de voir les stats et tout. Je pense que ça serait très drôle parce que pour moi, ça c'est un sujet. Ben ça, on a un cercle fermé. Moi, je trouve en muscu, même moi, tu vois, genre des fois, j'ai trop tendance à me compare pas, tu vois, mais je me dis, tu vois, bon, ok, j'ai fait 190 sur Adèle, c'est cool, tu vois. Mais en fait, je me rends pas compte que 190 sur Adèle, je pense qu'il y a 1% de la France qui fait, en fait, tu vois, par exemple. Je l'ai pas, même voilà, quoi. Tu vois, je sais que j'ai des perfs où genre moi, c'est mon défi, c'est moi, parce qu'en fait, moi, je sais que je suis une personne qui est très déterminée, ambitieuse, et j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin d'avoir des drivers comme ça, et c'est juste pour moi en fait, parce que bah je suis habité par le fait de progresser, et c'est pas toxique, tu vois. Mais du coup, quand je prends ça avec du recul, on est vraiment dans un cercle hyper fermé, que ce soit par rapport au physique, même par rapport au perf, tu vois. Genre quand je parle de moi à moi, je me dis bon, ok, ça va, tu vois. Et quand je parle à des gens, ils sont là, mais t'es malade ou quoi? Genre, tu vois, par exemple au dips, c'est tout quand je passe une rep à 90 en posé, tu vois. Il y a pas beaucoup de monde qui passe une rep à 90 en posé lesté. Et qui a à côté un RDL à 190, qui a à côté, tu vois. Mais pour moi, ben, je suis là en mode, ben, moi, c'est mon niveau, moi. Mais moi, je vais aller plus loin, tu vois. Ouais, mais c'est tes standards, et puis, bah, l'entraînement est là, et ça peut être n'importe quoi pour quelqu'un, je sais pas, qui fait du padel ou un autre type de sport, tu vois, ou du sprint, donc, ouais, non, mais totalement, je suis totalement d'accord avec toi. Donc, ouais, bah, écoute, pour revenir, à Gourmandise, j'avais regardé un peu, post Instagram, le premier, c'était en avril de cette année. Ouais. T'as commencé à te décider quand sur ce projet, genre peut-être février, même pas encore avant? J'ai eu la genèse vraiment du projet début février et j'ai décidé vraiment de me lancer. En fait, moi, ça a été très simple. Je me suis dit, je veux faire un Nutella mais version sain, grosso modo. Ouais. Ça a été très clair dans ma tête et je me suis dit, je prendrai le temps qu'il faudra, je ferai les tests qu'il faudrait. Je persévérerai comme je persévérerai, mais j'y arriverai. Et disons que fin février, j'ai commencé les tests. Vraiment, je te raconte pas, je me suis fait larguer le 28 février. Le lendemain, j'ai commandé à mes sœurs. 3 jours après, je commençais les tests. Attends, tu t'es fait larguer genre en mode relation? Ouais. Ah, ok. Après 3 ans de relation. Du coup, ça a été un déclic. Hein, pour moi, ça a été vraiment le tac qui m'a dit, ok, comme ça, vas-y, let's go, fonce. Y a rien de mieux. Et du coup, je me suis vraiment enterré là-dedans et ça a été mon goût. Alors, ça n'a pas été mon driver en mode non, pas du tout, mais ça a été vraiment mon déclic à moi. Ouais, ça a été mon déclic à moi de me dire, ok, c'est maintenant que la vie t'offre la chance de t'investir à 100% sur un projet qui tient à cœur, qui va te permettre aussi de boucler la boucle par rapport à l'anorexie, par rapport à tout ça, parce que, tu vois, moi, genre, il y a beaucoup de gens qui ont négligé ça, mes parents, ils étaient là sans être là, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont négligé ça, et même si aujourd'hui j'ai traité ça, pour moi, c'est boucler la boucle en me disant, genre, le petit Théo, genre, il serait trop fier d'aujourd'hui Théo qu'il est, par rapport au fait que il mange des pâtes à tartiner, comme il veut, chaque jour, sans culpabiliser, et je veux que les mêmes personnes soient dans la même optique que moi. Et pour moi, c'était vraiment un truc, c'était vraiment mon truc égoïste à moi de me dire, putain, je boucle la boucle par rapport à un propre projet. Et de là, en fait, ça a commencé, alors moi, j'ai bossé dessus de février à mai sans poster sur les réseaux, et j'ai commencé un petit peu à documenter le truc, tu vois, en fin avril, pour un petit peu faire un bulletin public, parce que, bah, au départ, en fait, j'avais pas beaucoup à documenter. Je testais mes recettes, mais du coup, c'était un peu catastrophique. Je savais pas trop comment documenter ma marque, j'avais pas de charte graphique, j'avais personne qui m'aidait. Et de fil en aiguille, en fait, ça s'est vraiment fait comme ça, et j'ai continué parce que je me suis dit, bah, ce serait cool un petit peu de mettre les gens un petit peu dans le projet et de leur dire, putain, il y a un mec qui se lance à faire des pâtes à tartiner, il veut détrôner Nutella, mais il se prend pour qui, lui, en fait, là, tu vois? Outsider, hein.
toujours pareil. Ouais, Hein. c'est ça. Donc et bah justement pour en revenir, parce que tu me dis là t'as acheté un mixeur. Moi je pensais que bon certes t'avais fait détester tout de ton côté, mais comment ça s'est passé au niveau du processus de fabrication? Parce que genre j'imagine que c'est pas dans une usine, mais du coup peut-être plus dans un laboratoire que ça se passe. Mais au début toi quand t'as fait les recettes, genre comment tu t'y es pris rapidement? Parce qu'après on va en venir au fait de que t'as enlevé 70% de sucre comparé j'imagine à la target, c'est Nutella, ta Ouais. cible. Voilà, que enfin ton concurrent direct pur avec qui tu t'es basé sur tous les aspects. Comment t'as procédé pour lancer la fabrication d'une pâte à tartiner? Parce que moi je pense au labo, je pense aux normes, je pense à tout ça. Comment tu t'es documenté, récupéré les sources? J'imagine que t'as pas acheté un brevet, quand même pas. Non. Non. Par contre, je Mais me peut-être tu remercie t'es. d'avoir été naïf. Je me remercie d'avoir été naïf parce que j'étais pas au courant du quart de ce que j'ai appris par la suite. Ouais, Mais bah, en normal. gros, moi, je suis de base, enfin, quand j'ai commencé à février, tu vois, j'avais mon expertise de coach. Donc moi, j'étais bon pour connaître les ingrédients, calculer les valeurs nutritionnelles et analyser par rapport aux produits que j'achète en supermarché. Donc de là, j'ai posé mon constat de, ok, les pâtes à tartiner classiques qu'on retrouve dans le supermarché, elles ont ça de pas bien, ça de pas bien, ça de pas bien, ça de pas bien. Et moi, je vais essayer de gommer tout ce qui est pas bien et de remplacer par les trucs qui sont bien. Mm. Et de là, en fait, je me suis dit, ok, je vais remplacer ça par ça et ça par ça. Et c'est juste testé. Et en fait, pendant littéralement jusqu'à juillet, j'ai fait des tests pour trouver les recettes parfaites qui allaient ce côté vraiment très gourmand et qui mettaient en avant du coup des ingrédients beaucoup plus bruts et qui apportaient aussi des choses au corps, notamment généralement en fait le constat il est très clair. On a des pâtes à tartiner classiques qui sont hyper transformées, hyper riches en sucre, très pauvres en protéines, très pauvres en fibres, pas du tout artisanales, pas du tout françaises et qui apportent rien au corps si ce n'est le côté gourmand. Donc moi j'ai voulu gommer tout ça en fait et juste apporter quelque chose de différenciant et du coup j'ai vraiment testé chez moi de A à Z jusqu'en juillet. Et du coup, pour en revenir par rapport à tout ce qui est hygiène, laboratoire, etc., moi j'ai la chance de travailler avec des denrées qui sont végétales parce que mes pâtes à tartiner sont véganes. C'était un souhait pour un petit peu rendre accessible la chose. Mm. C'est vraiment un truc qui est important pour moi de rendre accessible. C'est vraiment une valeur hyper importante. Que ce soit accessible sur le goût, tu vois, c'est pour ça qu'il n'y a pas de compromis sur plaisir. Accessible en termes de prix, c'est pour ça que j'ai décidé de moi tout faire pour proposer une alternative qui est quand même abordable et accessible du coup au niveau de l'offre, dans le sens où c'est sans gluten et vegan pour que tout le monde puisse en manger. Et si tu veux, la législation elle est un petit peu plus souple par rapport à ça parce que j'ai moins de règles entre guillemets par rapport au fait que ce soit végétal et que ce soit pas des produits frais mais des produits secs. Par contre, j'ai quand même passé une formation en hygiène que j'ai passé récemment pour Oui. un petit peu expertiser un petit peu mes connaissances par rapport à l'hygiène. Et je me dois d'être dans l'obligation, si tu veux, de respecter toutes les normes que j'ai appris lors de cette formation-là. Mais par contre, j'ai très bien la possibilité de soit louer un local en créant mon atelier. Je peux très bien aussi faire déléguer la production ou je peux l'internaliser moi-même en créant mon atelier, tu vois, à la maison. C'est tout à fait possible. Tant que je respecte tous les process d'hygiène que moi, j'ai appris et que je connais et que je sais mettre en place, il y a aucun problème. En fait, la législation t'oblige à avoir une obligation de résultat. C'est-à-dire que le produit fini que tu sors, alors, outre toutes les règles que par rapport au packaging, les valeurs nutritionnelles, où c'est que c'est fait, ça, c'est des choses qui sont supplémentaires. Mais sur le point final du produit, je suis obligé d'être en résultat, c'est-à-dire que la finalité, c'est que tu n'intoxiques pas les gens, c'est que tu ne mettes pas en péril la santé des gens. Voilà. Après, les moyens que tu emploies, tu peux prendre n'importe quel moyen. Je peux très bien choisir d'avoir un frigo, une pièce, tu vois, que je climatise de fou, ou alors juste stocker sans frigo. Tant que mon produit fini n'est pas dangereux et que du coup, Il a un bon taux de conservation, tout ça. exactement, il y a aucun problème. Et forcément, sur des pâtes à tartiner, je suis sur un produit qui se consomme très vite parce qu'elles sont délicieuses. Je suis aussi sur un produit qui n'a pas de produit frais. Donc forcément, pas de produit frais, conservation à température ambiante, il n'y a pas de problème, même après ouverture. Et aussi, c'est des produits qui sont vraiment très riches en matière grasse, ce qui fait que tu as beaucoup moins de chances que des bactéries se déploient là-dedans parce qu'il n'y a pas beaucoup d'air et il n'y a pas beaucoup d'humidité. Ça, les gens ne le savent pas. Moi, je l'ai appris en formation hygiène. Mais pourquoi les beurres de l'oléagineux et les pâtes à tartiner se conservent pendant des années? C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'air et d'humidité. Ce qui fait que c'est pas un environnement qui est vraiment hyper favorable au développement des bactéries. Tu vois, c'est des choses que j'ai appris par la suite. Et c'est pour ça que je te disais, je me remercie d'avoir été naïf. Parce que moi, quand je me suis lancé en février, bah, moi, j'étais là, ouais, bon, je vais faire ça, mais je réfléchissais pas derrière, tu vois. Et en fait, c'est petit à petit où je me suis dit, ah ouais, le kilo de noisettes, il est à 12 €. Mais si je fais déléguer à une usine qui va me faire les pâtes à tartiner, ça va me revenir tant. Et du coup, en prix de vente, ça va me revenir tant parce qu'il faut quand même que je fasse des marges. Mais du coup, ça veut dire que le consommateur va le payer tant. Attends, mais comment ça va être possible pour eux? Donc, j'ai décidé d'internaliser.
Pareil par rapport à, tu vois, à l'hygiène. Ah ouais, la législation, elle est plus souple par rapport au fait que ce soit végétal. Ça veut dire que du coup, je pourrais quand même faire mon atelier moi-même et ça me reviendra moins cher que de déléguer. Tu vois, des prises de conscience comme ça, avec les infos que j'ai accumulées sur le tas et que j'ai un petit peu validé grâce à cette formation d'hygiène. Mais ça m'a vraiment aidé un petit peu et je suis content, tu vois, de foncer sans me poser de questions et à me dire, ok, bon, ça, c'est cool, il faut le prendre en compte, mais c'est pas la prio. La prio, d'abord, c'est mes recettes. Une fois que j'ai mes recettes, c'est ça. Et petit à petit, j'ai enfilé les briques et puis, tout seul, à force de chercher, quoi, tu vois. Bah, en vrai, là, t'es la définition d'un entrepreneur. Parce que c'est Ouais. clairement ça, t'as ton idée, tu vas un peu tête baissée. Bon, j'imagine t'as fait ta petite analyse de marché, tu t'es dit, bon voilà, certes, je vais Oui, faire une ça pâte à oui. tartiner. Si la pâte à tartiner, c'était plus, en raccord, t'aurais peut-être fait, je sais pas, genre, la meilleure sauce ketchup, 0 calorie, tu vois, je dis une connerie. Donc voilà, donc t'as fait un peu ton étude et clairement bah oui, t'as bien raison en fait mec de faire comme ça. Enfin genre c'est pas moi qui vais te l'apprendre. Je pense que tous les entrepreneurs que t'as dû écouter ou regarder tout sur YouTube, ils te le disent tous. C'est t'as une idée, tu fonces, tu vas bootstrap comme on dit un peu sur les startups. Tu vas bootstrap au fur et à mesure et s'il faut prendre de grosses décisions comme tu as fait de internaliser. C'était ma question d'ailleurs. Je me suis dit mais attends mais il fait ça où genre j'imagine au début il a testé un peu sa recette, voilà mixeur et tout ça pour moi c'était logique. Après tu t'en as dit à peu près de voilà combien il fallait et tout. Après bon je pensais pas que c'était aussi pas peu réglementé mais où tu pouvais quand même faire les choses de ton côté et tant que le produit voilà ça j'imagine le produit final il est bon pour les gens déjà de base plus il a aucun aspect négatif enfin du moins le moins possible. Après on peut pas contrôler toutes les pathologies et tous les ressentis de chacun. Bah, en vrai, ouais, tu peux faire les choses. Mais tu vois, ma question, bon, tu t'as un peu répondu par rapport au fait qu'il y a très peu d'air, etc. C'est enlevé 70% de sucre sur une pâte à tartiner. Donc ça, c'est top. Mais le sucre est un conservateur. Comment, genre en mode, est-ce que t'as fait un test sur ça? Genre peut-être que t'avais ton produit final et tu l'as consommé peut-être pendant plusieurs mois pour être sûr qu'il dérive pas à une température ambiante. Enfin, comment t'as essayé de gérer ça au mieux? Parce que je sais que le sucre c'est quand même hyper important. C'est pour ça que il y en a autant dans le Nutella et que le pot peut durer des mois et des mois. Bah, en fait, si tu veux, moi, je suis parti aussi de ma volonté de faire un produit qui est artisanal, qui est fait en France et qui est fait ouais, par moi, entre guillemets, qui internalise. Donc, dans tous les cas, bah, si tu veux, la date, elle sera plus courte que la majorité des industriels. Après, sur le côté que le sucre est un conservateur, c'est sûr que c'est un conservateur naturel. Néanmoins, si tu veux, sur une pâte à tartiner, le sucre va t'aider un peu à conserver, mais pas tant que ça. Et Ok, du coup, ben, je moi, croyais, en ouais. fait, si tu veux, j'ai pas réfléchi par rapport à la conservation. Je me suis dit, ben, je vais faire sans additifs, sans conservateur, sans truc bizarre, parce que c'est pas nécessaire. Et surtout, ben, en fait, je me suis dit, ben, au pire, je mettrai une date qui est un peu plus courte, mais dans tous les cas, mes recettes, elles seront tellement gourmandes que les gens la défonceront en 3 jours, tu vois. Et c'est ce qui se passe dans la majorité des cas. Et si tu veux, par rapport aux dates, etc. Et par rapport au test, effectivement, moi j'ai testé de mon côté en faisant des pots un petit peu, tu vois, avec une hygiène un peu laxiste, volontairement, pour voir ce que ça donnait, tu vois. J'ai pas eu de pépins. Et la prochaine étape que je compte faire dans le futur, quand j'aurai les fonds, ce sera de authentifier ça avec un laboratoire. Mais pour l'instant, tu vois, en laissant des pots pendant des mois, j'ai eu zéro problème. La seule chose que j'ai eu, c'est naturel, c'est l'huile qui est remontée parce qu'il y a beaucoup plus de fruits secs que dans n'importe quelle autre pâte à tartiner. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais sinon, j'ai eu aucune dégradation de la pâte à tartiner. Et ça, c'est cool, tu vois, parce que, ben, ça prouve que tu peux très bien faire quelque chose d'artisanal, qui est de qualité, qui est très bien traçabilisé. Après, du coup, je répète, tu vois, le fait de pas travailler avec des produits frais et de pas travailler avec des produits animaux, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant parce que ben t'as le côté où en fait t'as moins de choses à penser. Par exemple, si je travaillerais avec des produits frais, ben ok, il faut que je contrôle la température du frigo, voir s'il n'y a pas eu de problème dans la nuit, le Hmm. frigo est tombé en panne, etc. Il faut aussi que je contrôle la qualité par rapport à la conservation dans le frigo. Ok, ben imaginons j'utilise du beurre, comment il est conservé, est-ce il y a un risque de contamination croisée avec un autre aliment, etc. Mais du coup, si je fais des pâtes à tartiner véganes, imaginons j'utilise du beurre, enfin tu vois, plein de trucs comme ça qui font que quand tu faut travailler avec des produits animaux et pas végétaux, c'est hyper compliqué. Et ce qui fait que, en fait, ça m'a permis d'avancer un petit peu tête baissée en ayant plus de souplesse. Et par contre, j'ai quand même eu beaucoup de craintes, tu vois. Genre, j'ai vraiment cherché beaucoup de sources parce que c'est hyper compliqué. Bah J'ai ouais. eu 3 entretiens avec la responsable de la répression des fraudes. Pour te dire, en fait, il y a une personne qui travaille dans la répression des fraudes dans mon département. J'ai réussi à avoir son numéro. J'ai galéré de ouf, mais je l'ai appelé au moins 3 fois pour me rassurer. Parce que moi, en fait, je suis très méticuleux
perfectionniste et je veux m'assurer que tout soit carré parce que moi, j'avais trop peur que, imaginons, tu vois, la police, elle arrive, voilà, monsieur, faites tes patates tartines, tout, il m'embarque, tu vois. Ouais, vous avez Alors tué que quelqu'un parce que finalement, vous avez pas pensé à quelque chose. tu vois, moi, c'était waouh. Alors qu'au final, finalement, c'est beaucoup plus souple. Et tu vois, la formation en hygiène, tu vois, ça m'a énormément rassuré. La personne qui a animé la formation, qui est une formatrice, ouais, elle m'a grave soulagé. J'ai tout le documentaire nécessaire. En fait, si tu veux, on appelle ça un PMS. C'est un plan de maîtrise sanitaire. Et c'est chaque personne dans la restauration commerciale, dans ce qui englobe restaurant, produits comme moi alimentaires, tout ce que tu veux par rapport au fait que tu fournis de l'alimentation aux gens, c'est toi qui crées ton propre plan de maîtrise sanitaire. C'est toi, en fait, qui t'assure et qui est garant de la sécurité alimentaire par rapport à ce que tu proposes. Et c'est rassurant. Parce que, à la fois, c'est rassurant et inquiétant. À la fois, c'est rassurant parce que tu dis, c'est toi qui crée ton plan. Donc, en fait, la personne a tout intérêt à pas intoxiquer les gens parce qu'en fait, c'est d'un point de vue commercial, tu veux vendre comment des produits qui intoxiquent les gens. Après, ce qui est inquiétant, c'est que tu te dis, putain, c'est une personne qui est responsable, toi. Après, il y a des contrôles. Faut pas oublier qu'il y a des contrôles. Il y a la police sanitaire unique qui s'occupe de contrôler tout ça. Et toi, de ton côté, tu as des obligations. Traçabilité, conservation. Parce que derrière, en fait, c'est tout bonnement, entre guillemets, logique. Si tu vends des produits qui intoxiquent les gens, ton entreprise, elle fait faillite dans 3 mois. Donc, quelle utilité? Tu vois, et pourtant, on a vu des cas. Hein. Moi, j'ai fait quand même montrer la formation. On a vu des cas de restaurants. Moi, franchement, maintenant, je suis très, moi qui travaille du coup dans une boutique de cookies, tellement méticule, maintenant je regarde tout. Il y a plein de trucs, tu vois, pas dans ma boîte, mais dans des boîtes, dans des autres restaurants où j'ai mangé, il y a plein de trucs qui sont pas respectés. Mais il y a pas assez de personnes pour faire des contrôles. Mais c'est un truc, même, ça fait peur. Enfin, je vais dire Kinder, les petits problèmes, je sais plus si c'est Kinder ou une autre C'est Kinder. entreprise. Ils ont un Kinder problème, qui a eu des problèmes et tout, je sais pas, je crois que c'est une bactérie qui s'est développée et tout, dans les Kinder Bueno. Même pas les Bueno, je crois que c'est les Chocobons et tout. Chocobons, ouais. Je te dis, bon, si entre guillemets, les boss, il y a un truc qui a fuité, tu sais même pas comment, toi, voilà, il faut que tu fasses gaffe, parce que, bah, c'est pas que ça peut dépendre sur certaines personnes, mais le but, c'est d'avoir qu'il y ait aucun problème, genre à hauteur de 0%, quoi. Ouais, après, tu vois, Kinder, bah, du coup, en fait, moi, tu vois, maintenant que j'ai eu cette formation-là, je me dis, les grosses boîtes, c'est celles qui peuvent être le moins garant de sécurité alimentaire. Pourquoi? Parce que s'il y a une moindre erreur que le chargé de production ou la personne qui s'occupe de la production fait sur le process de production et que ça périme toute la ligne, là, c'est tous les produits qui vont être contaminés. Et c'est hyper compliqué de mesurer ça sur des milliers de produits parce qu'il y a énormément de produits. Il y a un catalogue qui est énorme. Moi, je fais que des pâtes à tartiner. C'est moi qui fais tout moi-même. C'est beaucoup plus de charge de travail, mais je peux t'assurer que dans chaque pot, je m'assure que l'hygiène soit à 100%. Et j'ai beaucoup moins de contrôle à faire parce que c'est moi qui fais les pots, j'ai moins de volume, j'ai qu'un produit, même si j'ai 8 saveurs, c'est beaucoup moins compliqué, entre guillemets, tu vois. Et c'est là où, du coup, c'est pour ça que tu as beaucoup de boîtes qui font des retraits de produits. Tu vois souvent sur des huîtres du bassin d'Arcachon, là, ça a été Kinder, tu as aussi de la salmonelle qui a été détectée sur des poissons il y a pas longtemps, parce que ils ont beaucoup de volume, ils peuvent pas tout contrôler, ils ont pas assez de personnel, c'est normal, c'est humain. Et aujourd'hui, ben, en fait, si tu veux, par rapport à l'alimentation, il y a aussi un truc de confiance, parce qu'on nous oblige à des résultats, on nous oblige pas à des moyens. Alors, heureusement, parce que imagine, on nous obligera à faire des moyens et à faire tel contrôle, en fait, on boufferait plus rien. Parce qu'il y aurait tellement de contrôles à faire. T'imagines si, par exemple, moi, je devrais lancer ma boîte et faire un contrôle par chaque laboratoire pour chaque saveur? Déjà, ça coûterait extrêmement cher, parce que j'ai fait un devis, c'est 5 000 euros, pour contrôler les bactéries, pour une seule saveur. Donc ça me coûterait 40 000 euros. Et imaginons, je sais pas, ils te mettent des process en plus avec beaucoup plus de contrôle. Mais en fait, t'aurais pas du tout d'entreprise qui se crée, t'aurais pas du tout de valeur qui se créerait dans le monde. Ce serait hyper compliqué. Et des fois, il y a pas grandement d'inquiétude à avoir parce qu'on a aussi un corps qui est très fonctionnel, qui est très résistant, un système immunitaire qui fonctionne bien. Et je veux dire, il y a quand même pas beaucoup de risques, tu vois, si tu fais quand même les choses bien, parce que dans le PMS, si tu veux, c'est vraiment un entonnoir où d'abord t'as les bonnes pratiques. Le guide des bonnes pratiques, c'est un petit peu le guide des bonnes pratiques qui est commun par rapport aux personnes, mais voilà, se laver les mains, mettre un truc pour tes cheveux si t'as les cheveux longs, tu vois, c'est des bonnes pratiques qui sont logiques. Et après, sur l'entonnoir, tu descends en mettant des règles de process qui sont strictes. Et pour moi, tu vois, c'est quand même rare d'avoir des futilités comme ça, tu vois, qui un petit peu tomberaient au hasard.
Ouais, clairement, c'est vrai que voilà, c'est Mais c'est tout un normé. sujet. Hein. Ouais, c'est normé sans lettres et tout. Et du coup, de A à Z, t'as fait toute la production du coup enfin en mode t'as fini le produit. Est-ce que genre vite fait comme ça pour le nom, après je pose une autre question, t'as fait combien de tests, de crash Ouais. tests de pâte à tartiner pour trouver la bonne version? Tu sais pas à peu près? Franchement, je te dis Alors, entre 150 et 200. Si ah je oui. combine tout, ouais. Ouais. Ok, ouais, putain. Ah, c'est quand même. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, j'ai pris Ouais. tous mes ingrédients qui étaient intéressants. J'ai joué avec les pourcentages sur les saveurs, sur les ingrédients. Ça marche pas. Ça, le lendemain, c'est Le une texture goût bizarre. après, Ça, l'intensité le du jour goût. même, c'est bien. Et le lendemain, c'est pas bien. Et, mais le goût, il est pas bien. Et tatati, tatata. Et en fait, t'as tellement de choses. Plus les saveurs qui varient. Ouais, il Tu y te a dis, des ah, variables. putain, ce serait pas, ben voilà, tu vois, il y a plein de choses. Donc, franchement, je te tire entre 100 et 200. Facile. Mais moi, quand moi, je m'engage dans un truc, je sais pas que je suis inarrêtable, mais je suis très Ah mec, engagé, tu vois, et je suis, t'es obsessionnel, hein, ça se voit. ouais. Bon, C'est après normal, vraiment, c'est un moi, truc qui te passionne. Ouais, non mais c'est ça, c'est tout ou rien, tu partout. vois. Pour tout. C'est Pour tout, c'est c'est tout comme ou ça. rien. Enfin, moi, je suis très robotique dans mon approche parce que ça me drive. Je sais pourquoi je fais. Je sais où c'est que je veux aller. Je sais comment je veux y aller. Il y a juste à dérouler le plan. Après, c'est très entrepreneur dit comme ça. Mais j'ai vraiment capté en écoutant beaucoup de podcasts ou quoi que des fois, Mais faut c'est pas pas se des poser de conneries. questions. C'est pas des conneries en Faut fait. C'est juste ça. avancer. C'est pas déconnant. Il y a des prios. Il y a pas de prios. Faut foncer. Il y a plein de choses qui me sont venues en tête aussi sur le fait de, voilà, rien n'est parfait au début. Il y a des choses qui s'ajustent. Oui. Tu fais des erreurs, mais t'apprends et c'est ok, en fait. Mais juste, faut se dire que, dans tous les cas, la vie, sur n'importe quel domaine, n'est pas linéaire et on apprend de tout temps. Et pour moi, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'échec à proprement parler. C'est des apprentissages. Vraiment, c'est un truc. J'ai du mal, des fois, tu vois, à me le dire. Mais quand je prends des grosses claques dans la tête ou quoi, je me dis, ok, qu'est-ce que ça t'a appris? Au lieu de te dire, putain, je suis qu'une grosse merde. Tu vois, c'est pas ça Ouais, le voilà, truc. c'est ta réaction face à un échec ou un apprentissage ou quelque chose de très C'est ça. négatif qui t'est arrivé qui va te transformer au positif et C'est ça, tu vois. c'est de partout. D'ailleurs, bah, du coup, vu que en plus on va arriver vers la fin du podcast, c'était tout simplement un peu pour lancer, enfin pour parler un peu de ton lancement. Donc j'ai vu que ça s'est lancé il y a très peu de jours. T'as fait un système de précommande. J'imagine que c'était Ouais. le plus optimal entre répondre à la demande et vu qu'en plus tu fais toi tout, enfin tu fais tout toi-même, éviter de faire trop pour rien et parce que c'est quand même ton temps là. C'est pas, il y a pas des machines automatisées qui Ça. te balancent la pâte à tartiner dans un pot et ciao bye bye. Là c'est toi qui fais tout de A à Z. Du coup ouais, comment ça se passe le lancement depuis combien de jours, les précommandes, est-ce que tu peux dire les chiffres sur la précommande, c'est-à-dire le nombre de pâte à tartiner que tu t'es forcé toi de ton côté à produire avant les précommandes t'en as à combien maintenant, etc. Dans tous les cas le podcast il va sortir dans plus de 1 mois et demi, 2 mois, donc je pense d'ici là t'auras tout lancé. Je pense, ouais. Du coup, le lancement a eu lieu le 10 octobre. Moi, c'était un souhait parce que je me suis dit, ok, faut pas que je sois trop proche du Black Friday pour que les gens puissent quand même avoir un certain budget pour les pâtes à tartiner, que ce soit assez proche de Noël parce que ça peut être une bonne idée cadeau. Moi, en objectif, si tu veux, dans tous les cas, je pouvais lancer la production, entre guillemets, parce que si tu veux, ben, c'est moi qui maîtrise la prod. Par contre, ce que j'avais besoin, c'était de fonds pour commander les matières premières parce que les francos et les frais de port sont hyper élevés, les quantités de matières premières sont hyper élevées, c'est-à-dire que voilà, je vais pas commander juste pour 1 kilo de noisettes, tu vois, pour avoir les tarifs qui me permettent d'avoir des produits qui sont entre guillemets accessibles en termes de prix, il faut que j'ai des tarifs beaucoup plus gros en termes de quantité, et donc il faut que je commande, je sais pas, 50 kilos de noisettes, 50 kilos d'amandes, et ça c'est des montants qui sont beaucoup plus gros et dont j'ai pas les besoins. Donc la précommande, tout bonnement naturel, ça coulait de source, et d'autant plus que sur Ulule, si tu veux, Ulule, c'est une plateforme qui lance beaucoup de projets. Il y a vraiment un côté visibilité et un côté familial que j'aime bien, tu vois. Les personnes qui contribuent maintenant, c'est les premières personnes qui vont recevoir leur pot, qui vont me faire un max de retour, c'est les premiers soutiens, et pour moi, ça fait vraiment un côté familial, et moi, je suis hyper humain, c'est un truc, tu vois, moi, j'adore échanger avec les gens, j'ai beaucoup appris aussi, tu vois, en faisant tester, hein, que ce soit des inconnus ou quoi, au niveau des retours par rapport aux recettes. Donc, si tu veux, j'avais pas trop d'attentes en termes d'objectifs. Moi, je m'étais fixé un objectif de chiffre d'affaires pour un petit peu voir par rapport à l'investissement que j'avais eu, parce que j'ai mis des milliers d'euros dans le projet déjà. Je compte plus, mais ça doit être autour de 6 ou 7 000 euros déjà. Okay. Et du coup, moi, c'est plus, ok, il me faut tant pour à peu près lancer la production et à peu près rembourser un petit peu ce que j'ai investi. Et du coup, derrière, en fait, j'avais pas de nombre de pots précis, parce que ça dépend un petit peu les gens, les lots qu'ils prennent, parce que ils peuvent pas choisir un pot, deux pots, trois pots. Il y a des lots qui sont prédéfinis.
Et là, actuellement, si tu veux, on est à 830 pots vendus, donc je suis trop content. Parce que clairement, moi, je pensais pas faire autant de pots. L'objectif, c'est 1000. Je pense que je vais les atteindre. Je pense que pour moi, je vais même atteindre 1500 à 2000. Parce que sur la fin de la campagne, souvent, ça s'accélère. Ça peut très très vite s'accélérer. Je collabore aussi avec des créateurs de contenu pour un petit peu mettre dans le projet. Normal, ouais. Et si tu veux, moi aujourd'hui, mon principal challenge, c'est de faire connaître le projet. Parce que sur le produit, quand tu me demandes de goûter, j'ai zéro pression. Franchement, je suis comme ça, vas-y, il y a pas de problème. J'ai tellement travaillé sur la proposition que j'apporte que je suis 100% confiant sur mon produit. Et c'est pas en mode je me la pète, mais c'est juste que franchement, j'ai du mal. Franchement, quand j'ai finalisé mes recettes, je me suis dit, attends, mais comment c'est possible que j'ai réussi à faire ça? Attends, mais c'est sûr, je me suis trompé sur les dosages. Tu vois, je vérifie, je calcule. Ben non. Attends, mais c'est trop bizarre, tu vois. Et j'étais là, putain, c'est incroyable, tu vois. Et même les gens me demandent et tout. Et finalement, ben, non. Et c'est pour ça qu'en fait, je suis hyper convaincu de la proposition que j'ai et que je sais que ça prendra les années que ça prendra. Mais je serai un jour en grande distribution à côté de Nutella et j'apporterai une proposition qui est différente. Est-ce que je produirai encore tout moi-même? Peut-être que non, peut-être que je me ferai aider, peut-être que j'aurai délégué tout en gardant la artisanale, tu vois. Si mon gars, si tu finis en commerce, vu la quantité qu'ils vont te demander, à part si t'es un surhomme et encore t'as que 24 heures dans une journée, il faudra faire produire de manière externalisée, mais bon, c'est que tu auras le budget et que tu auras les commandes qui fuseront, donc ça sera largement. De toute façon, ça sera jamais au détriment de la qualité et du positionnement et des valeurs que j'ai au niveau de la marque, c'est-à-dire d'être 100% transparent, d'être hyper accessible et d'avoir vraiment un côté authentique sur mon approche et surtout de ne jamais faire un trait sur la mission de moi je veux démocratiser le manger sainement, tu vois. Démocratiser le manger sainement, c'est aujourd'hui apporter une vraie solution aux gens, facile, pratique, au quotidien, pour qu'ils intègrent des aliments beaucoup plus sains sans bouleverser totalement leur habitude. Parce que c'est mignon de faire des alternatives saines comme des yaourts protéinés, mais si les gens n'aiment pas, si les gens n'arrivent pas à les intégrer dans leur quotidien, ça ne sert à rien. Et c'est normal, parce que si une personne a des habitudes alimentaires, elle aime bien les conserver. Alors je dis pas que du coup la personne ne doit pas faire de changement. Bien évidemment que quand tu goûtes mes pâtes à tartiner, tu sens que c'est un peu moins sucré. Mais par rapport à une pâte à tartiner classique, il y a aucun compromis sur le tu plaisir. Vas t'habituer quoi. En plus, exactement. Le corps s'habitue. Moi, c'est vraiment mon souhait. Mon souhait, c'était pas juste de dire ah ouais. Genre en mode, tu sais, tu vois souvent dans les recettes, tu vois recette tiramisu elle-ci. Il y a ni de crème, il y a ni sucre. Le truc, ça ressemble à des galettes de riz superposées. Ouais, recette tiramisu. Mais non, idiot, ton tiramisu, c'est comme les fondants au chocolat où il y a du cacao en poudre. Ben non, en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Le côté de démocratiser le manger sainement et de proposer des trucs qui sont kiffants tout en mangeant sainement, c'est quand même de repenser à ce que tu mets en place. C'est pour ça que moi, sur mes pâtes à tartiner, quand les gens me demandent, mais du coup, il y a moins de calories ou quoi? Ben non, parce qu'une pâte à tartiner, ça reste un aliment qui est majoritairement riche, alors riche en bonnes graisses, tu vois, mais j'ai pas choisi d'enlever des calories. Pourquoi? Parce qu'enlever des calories, c'est enlever du goût. Tout simplement, tu vois. Et c'était pas mon souhait. Et ça, c'est un truc hyper important. T'avais pas au niveau de, je pense, j'imagine que tu vas le mettre en avant et tout dans ton market parce que on peut manger tous les aliments qu'on veut sains, surtout les gomuscu et tout qui peuvent avoir le riz poulet dinde, enfin le riz dinde haricots verts tous les jours. À un moment donné, il y a question de quantité. Est-ce que tu es partisan du coup avec ta pâte à tartiner de sans modération ou avec modération quand même, parce que tu me dis que les calories ne bougent pas, le sucre est moins présent, mais pour des trucs de se dire je vais conserver le truc quand même sur un mois et pas sur une semaine et tout, est-ce que tu vas peut-être orienter ta campagne marketing sur du sans modération ou avec modération pour quand même faire passer aussi un message, tu vois? Disons que moi je vais être plus sur Talbé, voilà, tu peux manger 2-3 fois par jour sans problème, parce que quoi qu'il arrive, quand tu manges quelque chose en excès, c'est pas bon. Tu manges trop de légumes, ça fait trop de fibres, ça peut faire mal à ton système digestif. Ouais. Tu manges trop de protéines, c'est pas bon pour tes reins à un certain degré. Tu manges trop de riz blanc, ça apporte aucune fibre à ton estomac. Pour moi, il y a rien que tu dois manger en excès et peux manger en excès, parce que toutes ces questions d'équilibre. Après, forcément, si tu prends des aliments hyper transformés, là, la quantité, elle est vraiment beaucoup plus basse. Mais moi, je pars d'une conscience collective où tu te dis, la pâte à tartiner, généralement, sur une portion, t'en manges entre 20 et 30 grammes. Donc, sur 3 portions, il n'y a pas de problème. Parce qu'en sucre, tu vois, on est sur 70% de sucre en moins. C'est-à-dire que si tu manges 100 grammes de pâte à tartiner, pour la plus sucrée, qui est la chocolat noisette, t'as que 17 grammes de sucre.
17 grammes de sucre, c'est la moitié de tes apports en sucre ajouté sur une journée qui est recommandée par l'OMS. Donc c'est pas non plus si énorme, tu vois. Mais non, c'est pas énorme, et puis même, faut quand même réussir à manger 100 grammes de pâte à tartiner parce que c'est et solide. ton pot, c'est quand même costaud. Ouais, et ton pot est de combien? Actuellement, il est 200 grammes. Je dis actuellement parce que ouais, voilà. potentiellement qu'il y a faut manger la moitié du pot. Si t'as une petite conscience sur ton, même sur ton portefeuille, je dis pas que tu fais des prix exorbitants, et je sais pas si tu peux dire à peu près ton prix coûtant. Là actuellement, il sort à 5,99. Ok. Et peut-être tu fais des prix pour 5 pots, passe peut-être à 22 au lieu de 25. Il y aura des comme ça. il y aura des prix comme ça. Pour l'instant, j'ai pas le site en ligne qui sera publié normalement en janvier, mais ce sera sûrement ça, ouais. Ok. Bon, bah, top. T'es passé sur quoi au niveau de l'hébergeur site WordPress? Si je pense que je vais être sur Shopify. J'ai pas commencé, mais je pense que je vais être sur Shopify. Parce qu'en fait, sur Ulule, c'est une page de vente toute simple que j'ai rédigée moi-même. Et après, le site, je vais le faire moi-même sur Shopify, pour démarrer, apprendre, et puis voilà, quoi. Ouais, t'as bien raison. C'est ce qu'il faut, surtout pour un truc, on va dire une boutique en ligne, tout simplement. Ouais. C'est ce qui est le mieux et tout. C'est ce qui marchera le mieux et que tu pourras vite assez processer, etc. Après, le côté créateur de contenu et tout, parce que moi je suis dans le market et tout, donc c'est créateur de contenu, c'est le truc. En plus, je pense à des contacts et tout, donc peuvent le faire quand même avec plaisir tant que tu leur envoies certains produits pour qu'ils le promouvoient tout simplement. Bah, je pense que ça marche. Bah moi en fait j'offre. Je me dis j'offre. Ouais, voilà, si non, normal. T'en parles, et si tu veux pas en parler, y a pas de problème, tu vois. Mais je sais que en fait la personne elle va tellement kiffer qu'elle va en parler. Tu sais que moi je vais en parler tout dans le podcast. Les gens ils se disent non mais c'est sorti d'où et tout ça. Mais tu sais que l'un des premiers qui a fait ça dans le business à un âge à peu près comme le nôtre, c'est le créateur de Gymshark, c'est Ben Francis. Il a fait le truc de genre, il a vu Jeff Said et tout à l'époque, David Lane. Il leur a fait dit, je vais leur envoyer. C'est des youtubeurs et tout, tout le monde les kiffe, gratuit. Au début, il leur demandait même pas et tout de les payer et tout. Le mec, il a bombardé tout. Et il faisait les machines à couture et tout, qu'il a récupéré de sa mère et tout. Il a commencé à faire les shots, il les a envoyés. Et le mec, milliardaire, quelques années après, tu vois. Donc, c'est que, le même chemin, hein. Écoute, mec, si c'est ce que tu veux, franchement. C'est ce sur des pâtes à tartiner, il faut en vendre, hein. Faut en vendre, mais rien n'est impossible. Et puis après, ça va tellement te donner envie. Peut-être que tu vas faire des produits dérivés. C'est la vache à lait, la pâte à tartiner. Moi, tu sais, j'ai déjà un plan dans 3-5 ans, mais je peux pas le dire. Il y a tellement de choses à faire. Oui, il y a tellement de choses à faire. J'ai tellement d'idées. T'as Nutella, tout peut partir, tu peux partir comme Nutella, hein. Enfin, entre guillemets, sur les produits dérivés, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être du solide, du liquide, ça peut être tout ce que tu veux. Donc, ouais. Donc vas-y, moi par contre chez Chapeau pas, c'est ma dernière question. Comme ça on peut clôturer le podcast, comme ça fera 1 heure pile parce que il a des rendez-vous justement pour choper son super laboratoire. Donc je pensais pas qu'un jour on allait me dire ça quand même. Ouais, désolé, j'ai un rendez-vous, je dois aller choper mon laboratoire. Donc voilà, pour une visite, je te jure. Et du coup ma phrase fétiche, donc comme tu sais le podcast s'appelle Équilibre Performance. Ma petite question à la fin du podcast au niveau des invités, c'est que déjà t'as 2 questions mais t'as le droit à une seule réponse. Enfin en gros c'est un choix. Est-ce que dans la vie, par rapport à ce que t'as vécu et genre quand t'as décidé de te lancer dans le coaching ou dans le projet Gourmandise, c'était que t'avais un équilibre dans ta vie, tu sentais qu'il te fallait plus pour ton épanouissement, etc. Et du coup t'allais chercher la performance, ou t'avais une vie totalement déséquilibrée avec que des aspects négatifs et le seul moyen pour toi de trouver un équilibre dans ta vie et du coup du sens, c'était d'aller chercher la performance dans un moment difficile de ta vie. Comment tu l'as perçu avec tes projets? Je dirais deuxième solution. En fait, quand j'ai eu cette prise de conscience par rapport à Gourmandise et cette volonté de faire l'ikigai, c'est parce que je me sentais désaligné par rapport à personne. Et je me suis dit, putain, il faut vraiment que je trouve quelque chose où je me sens vraiment aligné et qui matche vraiment avec mes valeurs, ce que je veux sur le long terme, ce à quoi je suis bon, enfin, toutes ces choses-là. Et du coup, j'ai vraiment poussé à ce niveau-là parce que, au final, si j'ai réussi aujourd'hui à faire ce que j'ai fait par rapport à Gourmandise, c'est que me suis beaucoup assis et battu pendant des mois à bosser à côté d'un boulot à côté, et j'appelle ça de la performance parce que y a pas beaucoup qui auraient fait le pari de se lancer dans un truc comme ça, de dire je vais réussir pendant des mois à bosser 60 heures par semaine pour y arriver, tu vois. Et je sais que c'est quelque chose qui est pas marrant à dire, qui est pas vendeur, mais c'est la réalité. Pour moi, genre t'as des fois des opportunités où tu peux faire les deux en même temps et c'est ok, ça se déroule bien. Mais dans la majorité des cas, la face réelle des entrepreneurs, vous voyez, c'est des personnes qui s'acharnent parce qu'il y a besoin d'acharnement pour arriver à des résultats qui sont fantastiques. Exactement.
À l'instant T. Bah écoute, moi en vrai, je suis plus, moi mon cas, ça a été plutôt équilibré pour aller chercher la performance. Pierre, quand il a répondu au podcast, c'était plus ça, mais je pense, on le voit que, tu vois, lui, il a une vie beaucoup plus tranquille, stable et tout, par rapport à toi. Genre, toi, t'as un caractère obsessionnel, lui, il a besoin d'avoir un équilibre pour après aller chercher un potentiel caractère obsessionnel dans ce qu'il a besoin d'avoir, parce que il a besoin d'avoir un socle stable pour aller chercher. Ouais, c'est ça. Donc ouais, de toute façon, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste pour un peu cerner ta personne, même si bon, au vu de ce que tu me disais quand tu m'as dit obsessionnel et tout, je dis bon, ouais, je pas. Après, peut-être que quand tu t'es développé dans le coaching, t'avais quand même une vie assez équilibrée, genre en mode t'as développé le coaching tranquillement. Gourmandise, c'est la deuxième étape, on va dire, de tous tes projets, mais je pense que le début, c'est quand même le coaching. Après, il y a eu aussi le côté anorexie, donc après t'en avais marre et tout ton quotidien. Peut-être que du coup là, t'étais encore une fois dans le côté performance pour trouver un équilibre. Une fois que t'as trouvé un bon physique, que t'as eu un équilibre dans le coaching, dans tout ça et tout, tu te dis bon allez, genre ça va pas me suffire. Je vais peut-être avoir un burn-out un jour pour je ne sais quelle raison. Ouais, Aller c'est chercher sûr. gourmandise. Mais après, c'est sûr que je t'avoue que moi, comment dire, mon défaut à moi, c'est de trouver un équilibre. Et pour te dire, ma relation au travail, c'est que moi, je préfère qu'on me dise que je suis moche, mais que je travaille bien, que l'inverse. Ma copine, elle m'a fait réaliser ça, tu vois. Elle m'a dit, mais toi, je suis sûr que si on te dit que t'es moche, mais que tu travailles bien, tu préfères à ce que je te dise que t'es beau, mais que tu travailles mal. Je fais, ouais. Tu vois. Bah ouais, Je suis à un moment très donné, obsessionnel à les choses. ouais, Je suis très obsessionnel à les trucs, tu vois. Vraiment, c'est abusé. ça va être le titre du podcast. Obsession. Obsessionnel avec la gourmandise. Ah, ouais, ça, c'est vrai. Ça, tu peux le mettre. Non, voilà. Mais ouais, non. En tout cas, écoute, mec, merci pour ton temps. C'était cool. Merci Je à pense toi, c'est trop que cool. là, ça fera l'objet d'un deuxième épisode d'ici Franchement, avec grand plaisir. d'ici 1 an, 2, voire 3 ans, Avec avec grand plaisir. l'évolution de gourmandise. Donc, ça va être drôle et tout de voir ça. Et puis, je mettrai tous les liens en description, du Je coup t'enverrai ça, ouais. de ton compte, de gourmandise et tout, parce que là, ouais, il faut que tu files. J'espère que tu vas trouver ce que t'as besoin et tout pour développer au mieux le projet. Et puis, tout simplement, voilà, je te remercie. Si t'as un mot de fin, je te laisse le dire. Voilà. Croyez en vous et ne persévérez toujours par rapport à ce que vous faites. Voilà, clairement. Je peux pas dire mieux. Bon, allez, salut l'équipe.